RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Samuel Gorouna, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, Samuel Gorouna, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce colloque qui va se dérouler aujourd'hui et demain à l'université sur le thème démocratie, souveraineté et autodétermination dans le Pacifique. Alors avant d'en venir sur ce thème et puis sur une des conférences que vous animerez à l'intérieur, un mot peut-être sur ce colloque en général, qui l'organise et à qui est-il destiné? Oui, alors c'est vrai que ce colloque est organisé par l'Association d'études politiques sur des îles du Pacifique, la PIPSA, et qui est organisé principalement par l'Université nationale australienne de Canberra, donc l'ANU. Et donc ce sont eux qui organisent depuis quelques années ces colloques-là, qui ont lieu tous les 2 ans à peu près dans à peu près toutes les îles du Pacifique, et puis principalement Australie et Nouvelle-Zélande également, puisque c'est là aussi où il y a les grandes infrastructures. Donc c'est le principal objet de ce colloque, c'est de revenir sur les situations politiques des différentes îles du Pacifique, notamment il se passe des choses en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Salomon, Fidji, etc., etc. Et donc la PIPSA a été créée en 87 à Hawaï. Du coup, depuis il y a des colloques, et la Nouvelle-Calédonie, l'Université de la Nouvelle-Calédonie a intégré la PIPSA en 2000, juste à sa création, quoi. Donc c'est à partir de là que nous participons à l'université un peu aux différents colloques tous les 2 ans. Alors c'est un colloque, on l'a compris, qui porte sur démocratie, souveraineté, autodétermination dans le Pacifique. Bien sûr, l'exemple calédonien sera largement pris en compte dans les interventions des uns et des autres. Oui, effectivement. Parce qu'il est dans un processus en cours, quoi. Effectivement, donc si le choix de Nouméa pour cette année, pour faire ce colloque, c'est effectivement lié aux échéances que nous avons eues ces derniers mois, et c'est pour ça que on a été un peu au centre au niveau du Pacifique de ce qui en termes politiques, d'autodétermination, est en train de se passer. Donc c'est pour ça que l'Université de la Nouvelle-Calédonie a été choisie aussi pour organiser un peu ça avec l'ANU, et donc on va revenir dans plusieurs sessions, et également dans les sessions du soir sur le cas de la Nouvelle-Calédonie. Alors je précise juste que effectivement durant la journée les sessions sont payantes, et voilà, et réservées aux experts. Voilà. Bon, tout le monde peut y aller. Oui. Voilà, tout le monde peut y aller, mais sauf que c'est 6 000 ou 7 000 francs le ticket et l'inscription, qui peut se faire dès le matin. Par contre, le soir, le mardi soir, donc ce soir à 17h30 et mercredi soir à 17h30, ce sont des sessions ouvertes à tout le monde en amphi 400, et ce sera principalement sur la Nouvelle-Calédonie, les différentes présentations qui vont être faites à ce moment-là. Alors, dans la soirée de ce soir notamment, vous allez intervenir, vous, Samuel Gorouna, avec Sylvain Broire, qui est de Sciences Po Paris, oui, sur une enquête dont on a déjà pas mal parlé, qui s'appelle « Les déterminants du comportement électoral au référendum de 2018 ». Quel est l'objet de cette enquête? C'est de voir les habitudes de vote, en quelque sorte, des Calédoniens, ou en tout cas faire une étude en fonction de la sociologie et du vote qui est sorti des urnes en novembre 2018? C'est ça. Bon, c'est vrai que c'est la première étude, puisque les précédents référendums, il n'y a pas eu d'étude, mais bon, c'est la première étude sur le sujet, sachant qu'il y a eu des exemples dans le monde, donc en Écosse principalement et au Québec, où il y a plusieurs hypothèses qui ont été testées, et donc des résultats hyper intéressants. Donc on prend effectivement les caractéristiques des individus, leur âge, leur communauté d'origine, etc., etc., et puis aussi leurs sentiments politiques, puisque c'est ce qui a été un peu étudié, et puis on regarde les comportements. Alors quand on parle de comportement électoral, c'est bien sûr soit on vote, et on vote oui, non, blanc ou nul, ou soit on s'abstient. Voilà. Donc les chiffres que nous on donne, c'est évidemment moins extraordinaire que ceux qui ont été diffusés jusqu'à présent, puisque les gens ont souvent regardé ceux qui ont voté. Voilà, soit ils ont voté oui, soit ils ont voté non, soit sont abstenus. Donc nous on n'aura pas des résultats à 80% ou ce genre de choses, mais on a beaucoup moins, parce que là on a pris en compte l'abstention. Et quelle est la méthode qui a été choisie pour faire cette enquête? Alors c'est une enquête sur un échantillon représentatif de 1500 individus. Donc sur les 1500, donc c'est 1300 individus qui du coup entrent dans le cadre du corps électoral de référendaire, et donc du coup avec les méthodes des quotas, donc là on a bien pris soin d'assurer la représentativité. Oui, parce que ça fait toujours débat en Calédonie sur les enquêtes, parce qu'on sait bien que voilà, la représentativité est plus difficile à trouver sur une population étroite que sur une population beaucoup plus large. C'est ça, et d'autant que très clairement le corps référendaire, il est connu vraiment qu'à la fin, puisqu'il y a eu des inscriptions automatiques, ce genre de choses, donc c'est là que les listes sont en révision régulièrement. Voilà, c'est ça. Donc du coup c'est vrai que c'est pas
toujours évident. Mais bon, le gros, on le savait un peu depuis quelques mois quand même sur le gros. Et donc là, on a bien pris soin, on a dû faire des redressements parce que voilà, c'est compliqué d'avoir la représentativité. Alors, quels sont les grands enseignements qu'on peut tirer de cette enquête, Samuel Gorouna? Quels sont les aspects que vous mettriez en avant qui sont peut-être les plus significatifs? Oui. Alors, c'est vrai que l'aspect ethnique, très clairement, ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est le résultat auquel on s'attend, c'est un déterminant. La différence, c'est que nous, on a quand même pris en compte le droit coutumier, c'est-à-dire Kanak de droit coutumier ou Kanak de droit commun. Voilà. Et donc, effectivement, c'est beaucoup les Kanaks de droit coutumier qui votent oui, et les Kanaks de droit commun sont un peu moins nombreux à voter oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, comment l'expliquer? Bon, parfois on peut utiliser toujours les aspects culturels en se disant bon, peut-être qu'ils sont plus culturellement ancrés, liés, etc. à la culture kanak, etc. Bon, c'est une des explications possibles. Après, il y a d'autres éléments comme l'âge, par exemple, et ça, quelles que soient les communautés. Sur l'âge, les plus jeunes, notamment chez les non-Kanaks, c'est très vrai aussi, les plus jeunes en plus votaient oui que les plus âgés. Je prends un exemple, chez les non-Kanaks, les plus jeunes sont à peu près à 10% à avoir voté oui, alors que quand ils ont atteint, ça c'est quand ils sont à 20 ans, et quand ils sont à 70 ans, c'est moins de 2%. Voilà. Donc les courbes sont assez caractéristiques. Et donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à analyser, voilà, pourquoi, etc. Mais c'est des choses qui finalement ressortaient un peu déjà. Où les différentes études ont pressenti ces éléments-là. Alors vous avez parlé de la répartition entre guillemets, en tout cas des choix ethniques, des choix en fonction de l'âge. Il y a aussi des répartitions par zone géographique qui sont évidemment intéressantes à scruter pour savoir ce que votent les uns et les autres. C'est ça. Alors on a regardé deux choses. On a regardé d'abord ce qui a fait un peu débat, c'est-à-dire quand on vit et quand on vote au même endroit, ou quand on vit et on vote dans un autre endroit, la commune d'origine en général, est-ce que vu les problèmes qu'il y a eu, enfin les problèmes, en tout cas les dispositions des procurations, est-ce qu'on a moins bien voté quand on votait dans un autre endroit? Et effectivement, on s'est plus abstenu. Voilà, les résultats montrent qu'on s'est plus abstenu quand on vit et travaille à Nouméa et qu'on vote dans sa commune d'origine. Et on a regardé après comparer les résultats, mais en fait, ceux qui sont le plus abstenus, c'est pas forcément ceux qui auraient dû faire des procurations ailleurs, c'est plutôt ceux qui sont notamment les Kanaks, et les Océans de façon générale, mais les Kanaks en particulier, qui sont dans le Grand Nouméa. Et là, l'abstention a été beaucoup plus forte dans le Grand Nouméa. Et l'une des explications que l'on peut avoir, sont des explications qui sont également dans le monde entier. On observe les mêmes choses. C'est dans les petits villages, et quand on est en tribu, il y a 200 inscrits, par exemple, c'est très facile de savoir qui a voté, qui n'a pas voté. Ah oui. Donc il y a un contrôle social qui est plus fort quand on vote en tribu, même si on vit à Nouméa, que quand on est à Nouméa et qu'on vote sur Nouméa, où là il y a des 1000 individus par bureau de vote, il y a je sais pas combien, des dizaines de bureaux de vote, et donc forcément le contrôle social est moins fort. Alors, ça, c'est vrai en France, c'est vrai dans plein d'autres pays. Parmi les déterminants qui ont été scrutés dans cette enquête, il y a aussi la question des revenus. C'est assez intéressant parce que notamment dans la population kanak, on s'aperçoit que les Kanaks, on va dire, qui sont plus aisés, votent plus pour l'indépendance que ceux qui ont moins de revenus. C'est ça. Ça vous a surpris, ce résultat? Ça nous a très surpris. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est quelque chose qui en Calédonie depuis des années, on se disait que c'était plutôt l'inverse qu'on devrait observer. Et d'autre part, les expériences des référendums en Écosse et au Québec qui ont été étudiées par des politologues, voilà, par des études un peu comme celles que l'on a fait là, démontraient également le contraire. C'est-à-dire qu'au Québec et en Écosse, quand vous avez des hauts revenus, que vous êtes plus aisé, du coup, vous votez plutôt contre l'indépendance. En Calédonie, les principales personnes qui ont voté pour l'indépendance, évidemment, ce sont les Kanaks. Et donc, on a regardé chez les Kanaks, et en fait, non, ça marche pas. Les populations les plus défavorisées, en fait, ils votent moins oui que les populations qui ont le plus de revenus. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Voilà. Et alors, bon, c'est difficile d'expliquer, voilà. Bon. Nous, on a quelques pistes. D'abord, une piste un peu sur les discours politiques et la façon dont les gens se sont comportés depuis 30 ans, c'est de dire peut-être que le discours qui a consisté à dire attention, fin des transferts, tout va s'écrouler, etc. Finalement, ça n'a pas autant porté que le discours dans le monde kanak et le discours indépendantiste vis-à-vis évidemment du monde kanak, qui est de dire allez travailler, pour créer de la valeur, parce que quand il y aura plus de transferts, du coup, vous pourriez être indépendant, etc. Donc peut-être ce discours-là a plus porté.
Après, chacun pourra aussi. Il y a d'autres éléments qu'on peut essayer de tenter des explications. C'est sur les aspects. Est-ce que les gens vont plus gagner ou plus y perdre? En général, on dit quand vous êtes plus riche en Écosse, si vous avez l'indépendance, peut-être vous allez plus perdre. Il y a plus à perdre, entre guillemets. Alors peut-être que sur place, les Kanaks qui sont plus aisés et qui du coup peut-être se disent, nous, on est les gens les plus instruits, les plus diplômés, etc., les plus aisés, et donc nous, on n'a pas forcément à perdre, parce que c'est nous qui dirigeons le pays. Voilà, c'est peut-être ces aspects-là qui entrent en jeu. Alors depuis qu'on sait que cette enquête a été faite, beaucoup se demandent, mais où est-ce qu'on peut la trouver, où est-ce qu'on peut la consulter? Elle n'est pas encore publiée. Effectivement, elle n'est pas encore publiée. Elle est en train d'être écrite. Elle est quasiment finalisée. C'est juste que comme on est des anciens chercheurs, malheureusement, il y a des revues que l'on tente d'approcher pour pouvoir publier, etc. Voilà, ça prend Mais l'idée, c'est que cette étude soit aussi analysée, peut-être, comme vous le disiez, par des politologues ou des gens qui ne connaissent pas forcément très très bien la situation calédonienne. Oui. Alors c'est justement, on n'a peut-être pas eu le temps d'en parler au début. C'est Sciences Po Paris et le CEVIPOF qui, du coup, est à l'initiative de l'étude avec Sylvain Brouard, qui est politologue. Et qui sera là ce soir à la conférence. Et qui sera là ce soir et qui présentera les éléments également. Donc nous, on a vu, moi j'ai participé que l'Université de Nouvelle-Calédonie a participé juste un peu en marge, mais c'est eux principalement qui ont pris le lead sur cette étude et qui, le CEVIPOF, c'est sciences politiques, voilà, et nous on n'a pas un département de sciences politiques, donc voilà, ils analysent les choses, etc. Alors, il va y avoir probablement un autre référendum en 2020 ou 2021. Est-ce que le CEVIPOF, et avec l'université et le Large notamment, va refaire ce travail parce qu'il peut y avoir des éléments de comparaison qui sont intéressants? Effectivement, c'est un objectif ce que je voudrais aussi insister, c'est que c'est pas parce que les gens ont voté en 2018 de telle façon qu'ils voteront pareil. Voilà, ça, il y a des éléments. Peut-être que si aussi. Ouais, peut-être que si aussi. Voilà, c'est une photographie à un moment donné. Après, évidemment, les contextes comptent. On ne sait pas forcément si les gens voteront de la même façon. Ça, c'est une autre question. Oui. Samuel Gorouna, pour terminer, on rappelle que vous êtes responsable de l'antenne nord de l'université à Koné, qui ouvrira à la rentrée 2020. Est-ce que tout est prêt pour cette rentrée déjà au niveau des bâtiments, des structures et des filières qui seront mises en place à Koné? Alors, les bâtiments sont effectivement en cours de construction. Logiquement, ce sera fini fin d'année et livré pour la rentrée 2020. Pour la rentrée 2020, nous, on va déjà avoir la filière d'économie-gestion qui va être ouverte. Donc, on va réouvrir une première année de licence économie-gestion. Et donc, après, pour les autres filières, c'est vraiment sur place qu'on pourra, après, en ayant bien consolidé notre pratique, qu'on va pouvoir ouvrir d'autres filières. L'idée, c'est d'avoir une montée en puissance. C'est ça. On rappelle donc ce colloque, Samuel Gorouna, démocratie, souveraineté et autodétermination dans le Pacifique, a lieu aujourd'hui et demain à l'université avec 2 conférences publiques et ouvertes à un plus large public à 17h30. Et c'est dans celle de ce soir qu'avec Sylvain Brouard, vous présenterez donc ce que vous avez évoqué avec nous, les déterminants du comportement électoral au référendum de 2018. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.